Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Bienvenue dans le Bizel Talk Show. Yes. L'épisode spécial enregistré en live depuis les studios On Air à Reims et avec vous, notre public magique. On adore, c'est trop bien. Du coup, c'est le deuxième épisode enregistré dans le cadre de l'apéro du Bizel Club. Et on est trop contente de pouvoir toutes vous recevoir ici. On est super bien accueillis, on est super bien installés. Et ce soir, on est ravis d'accueillir un invité du coup très spécial, JB. Et autre que le fondateur du studio où on se trouve. Bienvenue. On s'est dit que c'était quand même, ça aurait été dommage de faire quelque chose dans ton lieu sans que tu puisses nous parler du lieu, de comment ça s'est créé, comment ça s'est monté, pourquoi, et puis de parler justement, le thème de l'épisode, de visibilité, de découvrabilité. Ouais, on s'est dit que ça allait vous intéresser comme sujet. Hein ? Et ça prouve aussi qu'on aime bien les hommes, qu'on n'est pas sectaire qu'entre femmes et qu'on accueille des hommes aussi dans nos espaces. Et on fera taire aussi toutes les mauvaises langues. Donc l'idée, c'est avec cet épisode de parler de visibilité, de posture, de voix, d'ambition et de comment oser se montrer pour que notre message porte loin. JB, tu compléteras si j'ai oublié quelque chose. Tu accompagnes des créateurs de contenu, des podcasteurs, des entrepreneurs. Et l'idée, là, c'est que tu puisses nous partager ton parcours, ta vision, tes meilleurs tips. T'es prêt ? Avec plaisir. Ok, c'est cool. Du coup, on va commencer par te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Qui es-tu ? Enchanté. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 25 ans, 26 depuis quelques jours. Pardon. Happy birthday. J'ai monté ma boîte il y a maintenant 4 ans bientôt, où on faisait que de la post-production vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se filmaient, qui avaient plein de fichiers lourds sur leur téléphone, sur leur caméra, etc. et qui ne savaient pas forcément ou qui n'avaient pas vraiment envie de passer des soirées à s'écouter, faire des montages. Et que ce soit des entrepreneurs, des créateurs de contenu ou même des entreprises qui avaient peut-être un pôle communication et qui ne voulaient pas embaucher spécifiquement pour le montage, nous envoyaient des fichiers bruts. Donc on recevait des fichiers à travers toute l'Europe, la France, tout ce que vous voulez, des créateurs à plusieurs millions d'abonnés, des plus grosses boîtes de France ou des entrepreneurs qui débutent, et on faisait que le montage. Sauf que certains de nos clients voulaient qu'on fasse également le tournage, et pour avoir un seul prestataire, que ce soit plus simple. Et quand on le faisait, ça coûtait très cher. On allait à Paris, on louait Airbnb, caméraman, la bouffe, les droits d'auteur, etc., etc. Et sur 5 000 € la journée, où on arrivait quand même très cher, il n'y avait que 1 500, 2 000 € qui réellement produisaient de la vidéo. Donc il y avait beaucoup d'à côté qui n'étaient pas forcément utiles. Et on s'est posé la question comment conserver cette qualité haute avec un tarif plus accessible. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le lieu, et vu que je suis rémois, je suis revenu à Reims faire ça. On est ravis. Et moi aussi. Et en fait, c'est ma mère qui m'a dit comment est-ce que tu t'en tirais si quand tu passais dans la rue devant le studio de Reims, c'était pas toi qui l'avais ouvert. Et un peu malade. Donc, ah ouais, ta mère, elle a eu. En fait, je lui ai dit j'aimerais bien, il y a cette tendance, etc. Ce que j'ai fait à Paris, à Reims, elle fait voir. Tu vas venir à Reims avec Lou, vous habitez à Reims. Si tu passes devant tous les jours, tu t'en voudras de ne pas l'avoir ouvert. À ta mère. Dédicace Béatrice. Et donc, un mois après, on avait le lieu, un mois après, on avait les clés, et un mois après, on avait ouvert. Voilà. Et là, c'est au 1 an, donc ça fait 1 an qu'on a ouvert. Voilà. Merci. Trop wow. J'adore cette histoire. Je l'avais déjà entendue, mais pas tout à fait pareil quand même. Comme quoi, c'est bien, il fait pas toujours la même histoire. Ouais, Donc, conclusion, quand c'est aligné, c'est fluide, c'est sympa. La conclusion, c'est d'écouter sa maman.
Alors ça dépend des mamans quand même, parce que... Ma maman, en tout cas. Allez tout devant la mère à JB. Pour Béa. Et c'est quoi ta vision pour les créateurs de contenu ou les entrepreneurs qui viennent ici ? Eh bien, en fait, quand on redescend le tarif à l'heure, c'est aux alentours de 75-90 euros hors taxe TTC. Et du coup, tout le monde peut le faire. Certains vont garder le montage eux-mêmes, certains vont essayer de se débrouiller, certains vont prendre des personnes en stage, en alternance. Ce que je voulais, c'est qu'on puisse, même avec un tout petit budget, venir pendant 1 heure, bien préparer en avant, préparer une vingtaine de vidéos, avoir pris un peu le temps de s'entraîner et de se dire, même pour moins de 100 euros, je peux me faire 2-3 mois de communication si j'y passe quelques heures chez moi le soir et que je me forme un peu tout seul. Puis ceux qui ont plus de budget, forcément, ils vont déléguer le montage tout de suite. Ça, c'est vachement bien si vous pouvez. Hein. Moi, nous, on aime bien déléguer. Ce genre de choses. Donc ma vision, c'est que peu importe qu'on se considère comme créateur, comme grosse boîte qui ont les budgets, ou que quelqu'un n'ait vraiment pas le budget, qu'il n'y ait plus l'excuse de faire des belles vidéos, ça coûte trop cher, c'est pas pour moi. Et comme ça, au moins, après, ça coûte cher quand on scale, qu'on fait beaucoup d'épisodes, beaucoup de formats courts, mais c'est plus vraiment une dépense, ça devient un investissement parce que on met X, on récupère 5X, et ça devient une dépense qui fait partie de l'acquisition client, et non plus... un investissement qui fait partie de l'acquisition client et non plus une dépense. Au début, c'est une dépense, mais vu que c'est pas cher, c'est faisable. Et ensuite, ça devient juste une commission, entre guillemets, parmi votre chiffre d'affaires. Ouais, complètement. De toute façon, ce qu'il faut, c'est à chaque fois se renseigner, parce que je sais que beaucoup, c'est peut-être votre cas, à celles qui nous écoutent, ou même vous, là, en public, c'est de même pas aller se renseigner de combien potentiellement ça peut coûter, parce que j'ai pas l'argent pour investir. Et du coup, toi, tu casses toutes ces barrières, et en plus, tous tes tarifs sont accessibles aussi sur ton site, et je trouve effectivement d'enlever ce tabou de créer du contenu, ou peu importe, ou d'investir dans des formations une fois, ça coûte forcément cher. Et du coup ça freine et tu restes dans tes croyances et dans cette croissance qui croit pas beaucoup, quoi. Oui, en fait le truc qui est dingue aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut que moi mes tarifs soient pas chers, parce qu'il faut que les gens ils puissent avoir autant de tickets de loterie que possible. Je m'explique. Aujourd'hui vous allez sur Insta, vous publiez, c'est gratuit. Vous avez, allez, peut-être que si vous avez jamais fait ça, vous avez une chance sur 10 000 de faire 1 million de vues. Quand vous en avez déjà fait une dizaine, ça devient beaucoup plus facile. Et puis plus vous en faites, plus vous avez de probabilité de faire des belles stats, d'attirer des clients, d'attirer beaucoup de visibilité à vous. Mais c'est gratuit. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous parlez, postez sur Instagram, ça vous coûte le prix de votre forfait pour les 2 minutes d'upload, quoi. Ça vous coûte moins d'1 centime. Et il y a un jour, Instagram ou Facebook, ils vont dire... vous êtes bien gentil, mais ça coûte 5 euros par publication. Et là, ça va devenir un peu plus chaud. Et puis peut-être que pour les business, ce sera plus cher. Peut-être que pour les YouTube, ce sera encore plus cher. Donc pour l'instant, publier sur les réseaux sociaux et pouvoir faire 1 million de vues, être visible devant 1 million de personnes, ça coûte 0. Donc le coût de la production, il peut être 0 avec le téléphone. Quand on est en B2B, on essaie d'avoir une production qui est peut-être un peu plus léchée. Je voulais pas que ce coût-là, il passe à 2000 d'un coup. Parce qu'entre 0 et 2000, bon, c'est assez décourageant. Alors qu'entre 0 et 75, on se dit, bon, c'est faisable. Super intéressant. Et justement, toi, comme on parle de visibilité, que c'est gratuit et tout ça, on voit que le contenu, notamment sur les réseaux sociaux, mais même podcasts et vidéos, c'est devenu un incontournable. Et à ton avis, pourquoi ? Est-ce que c'est cette gratuité, justement, cette accessibilité qui a ouvert un peu ? C'est plus la consommation des gens. Ouais. À l'ère où un article de blog ça peut être fait par ChatGPT, à l'ère où on va sur un mec aux USA, on traduit à peu près ce qu'il a mis et on transcrit, c'est plutôt l'expérience du messager que le message aujourd'hui qui est important, de dire croyez en vous, faites des vidéos. Je pense qu'on n'est pas les premiers à l'avoir dit. Non. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez non plus, mais c'est peut-être que ça a résonné via Sabrina, via Alice ou via moi, et c'est peut-être plutôt le messager qui aujourd'hui impacte. Et c'est là où en fait on se rend compte que, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les messages sont déjà là dehors. Vous allez sur un blog, sur une vidéo YouTube, sur un podcast, machin,
d'avoir une information que personne n'a, qui permet de changer le monde, machin, ça devient de plus en plus rare quand même. Oui. Par contre, d'avoir quelqu'un qui traduit cette information de manière actionnable, compréhensible, avec qui on a envie d'aller boire un verre, ça devient quand même beaucoup plus cool de se dire « Ah, ouais, bon, le message, je l'avais entendu, mais avec cette personne-là, il résonne beaucoup plus. » C'est pour ça qu'il faut toujours dire ce que vous avez à dire à celles qui n'osent pas se répéter et celles qui restent bah non mais ça a déjà été dit 1000 fois et oui c'est totalement vrai ce que tu dis. Sur le fait de se répéter, et même moi je reprends des vidéos que j'ai fait il y a 3 mois parce que disons que je fais il y a quoi, peut-être 2 millions de personnes qui pourraient être mes clients. Même si je fais 10 000 vues, ça veut dire que je peux reposter la vidéo 200 fois. C'est-à-dire que je peux la poster une fois tous les 2 jours pendant 1 an. Et on n'a même pas fait le tour de toutes les personnes que j'aurais pu atteindre. Même en ayant fait 10 000 vues. Donc c'est... Dans la niche, on a l'impression qu'on l'a posté une fois et qu'un tel va voir qu'on n'a pas changé de fringue, que même pièce, ou que c'est la même vidéo, etc. En fait, même la même idée, vous pouvez la retourner 10 fois de suite. Quand vous avez votre idée, faites 10 fois la même vidéo, vous la postez une fois tous les mois, et les gens ne se rendront même pas compte. Parce que l'idée de allez-y, publier des vidéos sur Instagram, moi cette idée-là, c'est pas une idée neuve, et je pourrais faire une vidéo tous les jours dessus, avec des petits changements, des petites différences. Puis celle qui a bien fonctionné, je la reposte dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais tellement. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, tu refais carrément une publication. On est d'accord, Ouais, c'est même. pas hop, tu la repartages, tu la remets en story. Non, tu reprends le même fichier source, le même fichier brut, et tu peux le republier avec potentiellement une description différente en disant vidéo postée en août 24, toujours d'actualité lol, tu fais ce que tu veux en fait. Parce que Instagram, il va la prendre comme une nouvelle vidéo, il va la voir, il va se dire à qui est-ce qu'elle parle, aux entrepreneuses, je l'envoie à une pochette parmi mes 2 millions d'entrepreneuses, à cette pochette-là. Mais la première fois, il l'avait envoyée là. Peut-être que des fois, c'est des cercles concentriques, peut-être pas à 100%, mais ça te permet d'aller toucher potentiellement d'autres cibles. Mais après, le plus dur, c'est pas Instagram, le plus dur, c'est soi-même de dire j'ai posté 5 fois la même. Ça, c'est plutôt le jugement des autres dont on a peur plutôt que réellement les stats. Complètement. Et justement, tu parlais de ce qui marche. Qu'est-ce que toi, tu observes? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que là, elles vont toutes faire une vidéo, par exemple, et il y en a qui vont avoir justement 1000 vues et d'autres peut-être 10 vues? Alors, déjà, la valeur des vues, c'est un vrai sujet. On se dit, les gens, ils font des millions de vues. Quand on est en B2B, on parle à des entreprises qui ont 10 000 € par an de budget vidéo, forcément, quand on fait 100 vues, c'est exceptionnel. Par contre, quand on fait 100 vues, alors qu'on parle à des gens qui veulent du fromage fondu ou des vidéos de chat drôle, c'est vraiment pas ouf. Parce que la proportion des gens qui regardent cette typologie-là par rapport à l'autre, elle n'est pas la même. Donc c'est un rapport en pourcentage. Donc déjà, les vues, c'est pas pareil. Mais la chose qui fait que ça fonctionne le mieux, c'est que je vais dire vous, et en fait, ça fait tout de suite un espèce de dédain. C'est-à-dire, vous, les gens à qui je parle, mon auditoire, alors que si on dit tu as besoin de vidéos, de visibilité, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, spécifiquement, et ben là, tout de suite, peut-être que je vais raisonner avec la personne et que ça va résonner avec d'autres personnes. Alors quand on dit vous, bah en fait, c'est comme dans la classe. Ta prof, elle te dit vous êtes tous nuls, ça te touche pas. Alors quand elle te pointe du doigt, toi, et qu'elle te dit toi, t'as loupé ce truc-là. C'est nul. Et C'est vrai, la ça. manière de changer le truc, bah là, en principe, tu te remets en question. Mais voilà. Et ça résonne beaucoup plus. Et de voir quelqu'un qui s'est fait prendre pour sa faute en cours, etc., ça résonne beaucoup plus avec nous que de se faire engueuler toute la classe en entier. Du coup, dire tu, en espérant qu'il y ait plusieurs personnes qui cochent la case du tu, plutôt que dire vous et parler à toutes les entrepreneuses, par exemple, c'est beaucoup plus facile de raisonner et de performer. Ok. Même si instinctivement on se dit je touche moins de personnes, donc forcément ça va faire moins de vues. Mais il vaut mieux être ultra percutant sur une petite mare de 10 000 personnes que d'être bof sur un immense étang de millions de personnes. Carrément. Très intéressant comme tips. C'est pareil un peu comme le business, mais c'est pareil comme le contenu. Le contenu, enfin, le résultat de ton business, c'est le chiffre d'affaires, le résultat de ton contenu, c'est les performances, les vues, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu vois une différence entre les hommes et les femmes
entre les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes sur le type de contenu qu'ils font, ce qu'ils osent faire, pas faire, sur la création de contenu. Mais j'ai envie de dire, le flex d'un homme sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir été suffisamment empathique pour avoir décelé un truc chez les autres. Oh, toi aussi, tu t'es posé cette question-là et il va être tout fier. Parce que ça y est, moi je me suis rendu compte d'un truc, waouh, je vais utiliser mon cerveau 30 secondes. Et le problème d'une femme, c'est qu'elle se sera rendue compte de trop de trucs et qu'elle n'aura pas choisi le truc qui résonne le mieux, forcément, ou alors elle aura fait t'as peur de A, B, C, D, E. Bon, tu vois. C'est tellement ça. Et il vaut mieux faire une vidéo pour A, une vidéo pour B, une vidéo pour C. Et l'homme, au final, ça marche peut-être mieux parce qu'il a trouvé que A, lui. Mais, Il a pas eu le temps il a fait une vidéo que sur A. Et ça marche un peu mieux parce que c'est plus segmenté. Et comme pour tout à l'heure, il vaut mieux parier à une petite mare où tout le monde se sent 100% concerné qu'un immense océan où, oui, d'accord, tout le monde a déjà eu toutes ces peurs-là, mais vu que moi, il y a 3 des 10 peurs que tu as citées qui ne me concernent pas, bah, je suis moins concerné que s'il y en avait une où je viens d'y penser il y a 2 minutes. Donc nous, demain, on veut parler genre des plus grosses peurs. Il faut faire quasiment presque une vidéo par peur. Quasiment. En tout cas, sur des formats courts, ça marche mieux. Quand tu vas sur du format long, les gens, ils ont plus d'attention, plus de disponibilité mentale pour comprendre des choses plus complexes, nuancées, larges, etc. Mais sur du format court Instagram vertical, c'est un sujet par vidéo, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, et donc en gros, les femmes attendent un peu d'avoir une Bible alors que les hommes ont une feuille. En fait, ils ont l'impression qu'il faut un livre bien touffu pour pouvoir sortir quelque chose, avoir une pensée parfaitement mature, large, stable, où on a prévu tous les cas de figure. Alors que des fois, si on a juste une idée, vous manquez de chiffre d'affaires et pourtant vous faites des vidéos qui veulent faire des vues et pas de la vente, ça peut être une vidéo. Et peut-être que si c'était vous qui deviez l'écrire, vous feriez des vues, mais en même temps vous voulez du lien, et peut-être que vous augmentez votre taux de conversion, en même temps d'augmenter votre nombre d'offres. Et du coup, tu donnes 5 trucs, et t'as trop de crochets, du coup tu pêches rien. C'est un peu ça la différence entre les deux. Ouais. Alice, vous savez pas qu'elle est déjà en train de revoir tous ses contenus là dans sa tête. Je la vois, quand elle est comme ça, c'est qu'elle est déjà en train de penser au prochain contenu, à dire putain, faut que je fasse ça sur le prochain, comme ça. Un sujet par vidéo, c'est déjà top. On va tester, on vous dira. Vous allez tester aussi. Et justement, comme tu parlais un peu de format court, de format long, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce que les deux sont utiles? En termes, par exemple, à quoi sert peut-être le format plus court, le format plus long? Si elles veulent, je sais pas, en termes, on parle de visibilité par exemple, pour se rendre visible, est-ce qu'il vaut mieux un format court, un format long? Et bah pour se rendre visible, on a un truc qui s'appelle la découvrabilité sur les réseaux sociaux. Terme peu français, pas français, mais qui est quand même super parlant. C'est qu'on va aller se faire découvrir. Sur un podcast, on ne se fait pas vraiment découvrir sur un podcast. On ne va pas cliquer sur une tête qu'on ne connaît pas, d'un invité qu'on ne connaît pas, d'un sujet qu'on ne connaît pas pendant 2h30. On va d'abord regarder un petit extrait de 30 secondes, on va découvrir la personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on va se dire, le message a été cool 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ben tiens, je vais aller m'intéresser au messager. Et c'est là où tu cliques sur Sabrina, parce que du coup, tu aimes bien le messager. Et c'est cette petite différence-là. Donc les deux sont utiles, mais quand on veut se faire découvrir, les formats plus accessibles, et donc forcément plus courts, plus fragmentés, donc un seul sujet, forcément c'est plus facile de se faire découvrir. Si par contre on a déjà une grosse audience, par exemple il y en a qui peuvent avoir des audiences sur les réseaux et qui se disent comment est-ce que je peux monétiser cette audience, ben là c'est peut-être plutôt des formats un peu plus longs, un peu plus vlog, un peu plus personnalité, un peu plus podcast, ça peut être tout type de formats qui là vont plus justifier un passage à l'achat, par exemple. Ok. Donc se faire découvrir plutôt format long. Et pour une entrepreneur qui débute dans la création de contenu, tu lui conseilles de commencer par quoi et comment? Si tu avais, je sais pas, 3... 100 vidéos, et on améliore une petite chose par vidéo. Par exemple, ça peut être ses cheveux, ça peut être le lieu, ça peut être le micro, ça peut être le téléphone, ça peut être la lumière, ça peut être... Peu importe, le sujet, la manière de dire la phrase, le fait de faire une phrase un peu impactante au début, et au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez consommer aussi du contenu ou écouter des gens qui créent et avoir plein de petits conseils qui viennent de votre audience, du contenu que vous consommez ou même de potentiellement vos coachs. Et ça, si vous dites cette année il faut que je fasse 100 vidéos et qu'à chaque fois je rajoute sur ma feuille, bon aujourd'hui je suis à 0,
Bon, demain, j'essaie d'améliorer le son. Dans la colonne d'après, vous mettez son, lumière. Dans la colonne d'après, vous mettez son, lumière, coiffure. Et le lendemain, vous rajoutez toujours une petite chose que vous essayez d'améliorer un peu. Au bout de 100 jours, vous allez avoir des super vidéos. Même sans venir dans des studios comme ça, sans dépenser des sous. On parle vraiment juste de filmer avec son téléphone, de parler à la caméra de son sujet. Et ça, si vous vous dites cette année j'essaye, ça peut vraiment changer les choses. D'essayer de se dire, d'améliorer un tout petit peu les choses une par une. C'est MrBeast, le plus gros youtubeur au monde, qui a cette technique-là. Il dit, faites 100 vidéos, revenez me parler plus tard. Parce que les gens ils disent, oh j'ai réussi à te croiser un event, j'ai réussi à t'avoir, je t'ai attrapé la veste, aide-moi quoi. Il dit, je te parle pas tant que t'as pas fait 100 vidéos, reviens. C'est cache au moins. Ok. Et il répond à toutes les personnes qui ont fait 100 vidéos, qui reviennent le voir en disant, j'ai fait ça, regarde mes 100 vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Et là il donne des conseils pour la 101e. Ok, génial. Bah, alors qu'il a des centaines de millions, il doit avoir 350 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Waouh. Ouais. Donc il faut quand même commencer par quelque part, parce que c'est ça. Mais c'est un peu l'excuse. C'est pas obligé d'être publié. Oui. C'est aussi ça la. Ah. J'aime bien ça. Vous faites la première, vous l'envoyez sur un Discord bienveillant, vous l'envoyez un WhatsApp de potes, vous demandez des retours, et vous dites, est-ce que vous m'auriez lâché un like? Et là il faut des gens qui sont suffisamment honnêtes, de dire, j'ai pas compris de quoi parlait la vidéo au début, l'intro était trop longue. On est sur ton compte, t'as mis 30 secondes à dire bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo et mon sujet du jour c'est comment faire une bonne accroche. T'es mort. Tu vois ? C'était long. Alors comment on fait du coup qu'on regarde notre vidéo ? On fait dans l'autre sens. On dit dans cette vidéo je vais vous apprendre à comment faire une bonne accroche. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo et aujourd'hui on va voir le point numéro A, B, C. Et juste en faisant l'inverse, ça change. Mais il y a plein de conseils comme ça, il y en a des milliers. Vous en mettez un par jour et ce sera déjà incroyable. C'est ça, faut passer à l'action, faut appliquer, faut pas attendre. On se met un chiffre dans la tête de vidéos, on essaie d'améliorer un truc à chaque fois et on n'arrête pas tant qu'on n'a pas fait ces vidéos. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous postez toutes vos vidéos sur Instagram parce que vous allez vous confronter au réel et les gens ils auront des commentaires. Vous aurez des 0 likes, vous aurez des 0 vues, vous pourrez les supprimer demain si vous voulez. Mais par contre, le jour où vous en aurez, vous aurez une vraie communauté de gens qui vous auront vu vous améliorer, qui seront avec vous, qui achèteront plus facilement vos produits. Toutes ces choses-là, c'est se mettre là dehors, quoi. C'est pareil que lancer son entreprise, sauf qu'on est sur les réseaux. Et moi, je trouve ça plus facile d'avoir des inconnus qui mettent un like ou pas, que de demander mon avis à mon groupe de potes de 10 personnes qui comprennent pas que j'ai envie de vraiment m'y mettre cette année, ou qui n'ont pas forcément le même mindset ou des choses comme ça. Donc, passe à l'action. On veut voir les vidéos. Est-ce que tu aurais des conseils pour se lancer dans le podcast sans être noyé dans toute la technique et tout ça, parce que je sais que c'est beaucoup aimeraient, enfin on a eu beaucoup de ce sujet, que ce soit avec les filles qui sont ici ou même des entrepreneurs qu'on accompagne. Oh, j'adorerais faire un podcast, mais il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça, j'y arriverai jamais quoi. Enfin, en gros, il sortira dans 8 ans. Le premier truc, c'est vous prenez un abonnement Riverside. Riverside, c'est une plateforme en ligne qui permet de faire une visio comme sur Google Meet, sur Teams, sur Zoom, peu importe. Et vous invitez votre meilleur pote ou votre premier invité sur Riverside. Ça va lui envoyer un lien, comme Google Meet. Et il va arriver sur cette plateforme et vous allez pouvoir échanger pendant 1 heure. Et à la fin, Riverside va vous donner un épisode de podcast. Ça coûte une 30aine d'euros par mois. Vous pouvez en faire des épisodes de test. Et ensuite, pour le publier, c'est un des conseils que je vous avais donné, c'était d'aller sur Spotify for Creators maintenant. Et ça, c'est une plateforme totalement gratuite. Vous créez un compte et vous pouvez mettre votre fichier audio ou vidéo et il sera disponible sur Spotify. C'est aussi simple que ça. Donc le premier outil, c'est Riverside. River comme une rivière en anglais, side, SIE2.fm, l'URL si vous voulez. Et l'autre, c'est Spotify for Creators. Et là, vous pouvez vous créer un compte, mettre votre fichier, mettre une petite icône pour votre podcast, un nom, et ça y est, c'est en ligne. Après, ça veut pas dire qu'il y aura des vues, des écoutes, mais au moins ce sera en ligne, et la technique, elle est loin. Parce qu'il y a juste à envoyer un lien à son pote, faire l'épisode, et Riverside vous enverra l'épisode monté par email ou sur la plateforme, et c'est fini. Okay. Après, ce genre de choses, ça a ses limites.
on peut pas refaire du montage derrière, on peut pas forcément bien avoir des belles qualités de lumière, de micro, le fait d'être à distance, ça aide pas forcément à l'interaction, et tout un tas de limites qui arrivent, mais ça permet de faire les 70 premiers pourcents pour pas très cher. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement, tu parlais de l'écoute, qu'est-ce qui fait qu'un podcast peut avoir de l'écoute et qu'est-ce qu'on considère être une bonne écoute? Tu sais, est-ce que, parce que tu te lances, tu te dis, je voudrais avoir, je sais pas moi, 1000 écoutes, avant d'avoir 1000 écoutes Et bah, en fait, c'est assez dingue, mais le podcast, c'est, j'ai envie de dire, la barre est très basse quand même. Pour être dans le top 5-10% des podcasts en France, il faut faire environ 10 000 écoutes par mois. C'est pas énorme. Donc, un bon podcast qui est plus haut que la moyenne, il fait 200, 300, 400 écoutes, toutes plateformes confondues par mois. C'est vraiment pas très haut. Parce qu'il y a très peu de concurrence, parce qu'il faut parler pendant 1 heure, parce qu'il faut tenir le truc pendant 1 heure, parce qu'il faut être intéressant, il faut rebondir, il faut pas couper la parole, il faut avoir bien préparé ses trucs, parce que ça se sent quand tu fais vas-y, présente-toi, moi j'ai pas fait mon taf. Ça se sent tout de suite et les gens dans l'audience se voient. Et puis ton invité, que tu as galéré à avoir, si tu as fait 5 minutes de recherche Wikipédia avant et que tu lui dis est-ce que ça résonne avec ta boîte que tu as lancée en 2017 ? Et là, il a des paillettes dans les yeux, il est trop content, l'énergie elle est bonne, tout ce genre de choses-là, ça se ressent. Donc les écoutes, c'est pas très haut pour avoir des bonnes écoutes. Pour qu'un podcast soit écoutable sur le long terme, il faut qu'il soit honnête, sincère, mais dans l'interaction humaine, et pas je vais faire mon podcast. Donc quand vous avez un invité, quand vous en avez pas, vous pouvez écrire des choses ou vous lâchez à cœur ouvert. Les deux se vont. Et ta dernière question, c'était tu sais, moi je l'ai déjà oublié. Okay. C'était comment réussir à avoir ses premières écoutes en fait, si c'était ça. Et donc les premières écoutes, la différence, c'est ça. La différence majeure qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir envie de faire quelque chose qui est auto-centré, pas forcément dans un mauvais sens, mais qui nécessite trop de contexte. Vous allez créer un épisode qui va s'appeler « J'invite Jean-Baptiste Roger sur le podcast, découvrez son histoire ». Personne va cliquer. Personne sait qui je suis. Personne sait qui je suis. Mon histoire, quelle histoire ? Ça peut être top comme nul. Tout le monde s'en tape. Alors que si vous dites, on va prendre l'exemple, par exemple, là on vient de faire un podcast avec Maxime Caution, l'atelier Mo avec Philippe Mille, on aurait pu dire bienvenue Philippe Mille sur Common, son histoire. Il faut vraiment connaître Philippe Mille pour avoir envie de cliquer. Par contre, si on dit ce chef a quitté 3 étoiles pour se lancer en indépendant et a réussi à avoir son étoile en moins d'1 an, découvrez son histoire. Même si t'es à Bordeaux, au Canada, machin, t'as envie d'écouter le truc. Bon, des fois ça peut être un peu dur parce qu'un mec comme ça, il faut savoir le caresser dans le bon sens pour dire bon désolé, on va t'appeler ce mec. et ton statut que t'as sur Reims, cette auréole que t'as au-dessus de la tête, si tu veux qu'on fasse des vues, il va falloir qu'on l'enlève parce que sinon on va attirer que les Rémois et on va attirer que les gens qui te connaissent et qui ont envie de passer 1h30 à avoir ton truc entrepreneurial de Reims. Alors que si tu parles tout de suite à la généralité de ce chef étoilé a quitté les étoiles pour lancer son projet perso, ça parle à beaucoup plus large. Et donc retirer le contexte et l'ego des choses pour que ce soit accessible. Ouais, c'est un peu comme les titres avec des putaclic, quoi, les trucs vraiment un peu... ça peut être putaclic comme pas, mais juste de retirer le contexte, ça suffit. Parce qu'on peut dire, ce mec fait 100 millions de chiffres d'affaires, découvrez son histoire, ou on peut dire, beaucoup plus humblement, cet entrepreneur a réussi dans l'immobilier, voici sa méthode. C'est moins putaclic, ça aura peut-être un peu moins de clics, mais par contre, les gens qui auront cliqué auront plus de rétention, parce que c'est plus proche de la promesse. Quand tu arrives dans l'épisode, ça ressemble plus à ce sur quoi tu as cliqué. Alors que s'il a juste pris le mot 100 millions de chiffre d'affaires qui arrive à la minute 47 et ça dure 12 secondes, et qu'il te l'a mis dans le titre, et qu'au final tu mets 45 minutes à parler de chiffre d'affaires et qu'il te raconte juste son histoire en tant qu'enfant, les gens ils vont quitter. Parce que la promesse n'est pas forcément alignée avec la réalité de l'épisode. Et la promesse, c'est le titre, la miniature, les 2-3 premières secondes un peu dynamiques. Il faut que cette promesse-là, elle soit tenue.
Faut qu'on trouve un super titre pour On a la pression. Ce mec fait des millions de vues. Ce mec fait des millions de Mais vues. sinon, on va lui demander. Sinon, on va lui demander le titre. Comme il a fait l'épisode, on va dire quel titre tu mets. Ce mec nous a aidé à trouver le titre. C'est un vrai sujet. Lou qui est créatrice de contenu, on passe plus de temps à faire le titre C'est de la fou, vidéo hein. que Ouais. faire la vidéo en elle-même. Ça Ouais. m'étonne même pas. Nous aussi, des fois. On trouve le titre, Oui. on fait la miniature qui répond au titre, Ouais. et ensuite, on fait la liste des choses à tourner dans la vidéo. Pour que la promesse de la miniature et du titre soit cohérente Wow. avec ce qu'on va avoir dedans. Parce que si on fait la vidéo et ensuite on fait bon, on fera la miniature et le titre après, ben, tu peux avoir un manque d'alignement et du coup tu peux avoir un gap où tu perds du monde. Quoi. Incroyable. Et avant d'ouvrir la parole aux filles, pour terminer avec une dernière question, est-ce que tu as un conseil, mais là on va être plus sur un conseil un peu mindset pour les femmes. Alors, on parle des femmes parce que c'est notre cible principale et je pense que c'est peut-être que je me trompe d'ailleurs, tu vas nous dire, peut-être qu'on se trompe, mais nous les femmes qu'on accompagne ont beaucoup de mal à oser passer le cap de se montrer, de faire une face cam, de tourner, déjà faire une face cam en story, tourner des réels, tourner des vidéos YouTube. Est-ce que tu as un tips pour elles? Et après, peut-être ça arrive aux hommes aussi, hein. J'ai dit les femmes. Ça arrive beaucoup aux hommes aussi. Hein. Ah, voilà. On a beaucoup de ça. Pour enlever le. En fait, que ce soit en arrivant avec de la transpi, avec un bouton qui est ouvert, en arrivant avec un costume qu'ils n'ont pas mis depuis longtemps parce qu'ils ont le stress, ça arrive beaucoup à tous. C'est vrai que c'est plus particulier aux femmes parce que la première question qu'on a, j'ai encore eu tout à l'heure, quand on m'appelle, c'est de savoir est-ce qu'il y a une salle de bain pour pouvoir changer de tenue. Peu importe, faites ce qui vous met à l'aise et au pire, il y a du montage. Si vous voulez vraiment être le plus tranquille, vous prenez un coaching, alors soit avec des professionnels, soit avec juste une amie qui vient avec vous pour parler avec vous dans les fauteuils du fond. C'est beaucoup plus facile comme un premier passage à la caméra que de se mettre face cam prompteur avec un mec qui attend derrière. Et pas de montage, et c'est à vous de le faire. Parce que ça, quand vous retapez les 30 gigas qui arrivent de vous, qui vous plaît pas, c'est la première fois sur le prompteur, et que c'est à vous de le monter pendant 4h30 pour trouver la bonne phrase que vous avez mis, ça peut être intimidant. Si vous voulez le faire une première fois, faites-le en bonnes conditions, dans une pièce sympa, avec quelqu'un qui peut vous aider à discuter, où c'est beaucoup plus naturel, et payez-vous ne serait-ce qu'un montage. Ça peut coûter entre 25 et 50 €, et vous verrez ce qu'un monteur a réussi à extraire de votre parole qui était peut-être un peu confuse, et vous comprendrez peut-être aussi un peu mieux comment parler pour que ce soit bien la vidéo. Parce que parler tout court et parler pour que ce soit cool en vidéo, c'est pas la même chose. On a plutôt tendance à faire un peu comme je parle. Moi, je parle souvent tout le temps comme ça. Mais je parle souvent avec des bullet points. Je vais m'arrêter, je vais faire mon bullet point, puis ensuite je vais reprendre et faire mon suivant. Et ça, c'est beaucoup plus facile au montage de finir son point. Ok, là on passe quoi? À la conclusion. Et il y a eu telle chose. Ok, donc il y a eu telle conséquence, mais il y avait telle caractéristique qu'on n'avait pas pris en compte, et on avait telle contrainte qui nous est tombée dessus, alors on a eu tel résultat. Et en faisant d'argumenter comme ça un peu avec soi-même, cette espèce de mini-rhétorique, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vidéo compréhensible, plutôt que de se dire, bon, il faut que je parle de ça pendant 15 minutes, et bon courage au monteur. Parce que Faites des bullet points. quand on est son propre monteur, on va avoir beaucoup de mal à extraire cette essence-là. Donc, ne serait-ce qu'avoir une première presta avec un monteur en freelance, même quelqu'un en stage qui débute, votre cousin qui fait de la vidéo le soir, ou vous tapez 2 heures de tuto sur CapCut, peu importe, mais de comprendre comment ça fonctionne, ça aide beaucoup plus à prendre la parole derrière. Et ça facilite la prise de parole derrière, parce que vous avez cette petite méthode qui vous sera propre. Peut-être que vous êtes déjà très analytique et qu'il y aura besoin d'être un peu plus naturel. Peut-être que vous êtes plus naturel, besoin d'être un peu plus cadré. Avec Lou, elle écrit tout, elle a un prompteur. Et moi, si j'ai un prompteur, je suis robotique avec la voix qui parle comme ça de manière monotone. Et c'est tout faire. Donc, il n'y a pas de bonne chose, c'est faites en fonction de vous. Ok. Mais donc faites, et refaites, et refaites. C'est ça. Il ne faut pas que ça coûte trop cher, parce qu'il faut que vous ayez suffisamment d'essais pour pouvoir vous améliorer, prendre pied, voir des résultats. Merci. Merci pour tes conseils. Est-ce que les filles, vous avez
des interactions, des questions. Alors moi, sous les grands airs, j'aime les vidéos dans mon salon quand je l'ai décidé au moment où. J'arrive pas à passer le cap de venir te voir parce que la fois où j'ai testé, je me suis tellement trouvée nulle, ridicule. Je ne sais plus ce que je dois dire. En plus, je me vois dans un contexte qui n'est pas le mien ni rien. Parce que je fais du spontané, parfois avec des prompteurs, mais spontané parce que c'est là tout de suite maintenant que j'ai envie de le faire. Quels conseils tu pourrais me donner justement pour passer à l'action? Enfin, tu vois, j'ai vraiment peur. En plus, je me dis, effectivement, je trouve que ça coûte pas grand-chose de venir te voir, mais pas grand-chose et rien à dire, je le fais. Rien à Alors, dire. le premier point, c'est de taper quand l'inspiration, de vraiment battre le fer quand il est chaud. Ça, vous pouvez avoir. Moi, à la maison, mon bureau est toujours prêt. Je demande à Alexa d'allumer mon studio, ça démarre, ça tourne. En 5 secondes, je peux tourner. Ici, l'avantage d'être au studio, on a par exemple des clients qui sont avocats. On a des disponibilités, des permanences pour que quand ils sortent du palais de justice, s'ils viennent d'avoir un truc sympa qui vient de leur arriver, ils peuvent venir témoigner et ils filment quand c'est chaud. Donc la première chose, c'est vraiment d'utiliser ça parce que c'est créatif. C'est quasi artistique de créer du contenu, de faire une vidéo, d'avoir une idée, de formater le truc de manière intéressante. Et c'est quasiment de l'écriture cinématographique à niveau débutant, mais d'avoir ce truc de « Ok, j'ai une super idée, j'ai envie d'agir tout de suite, j'ai la patate, j'ai l'énergie, j'ai les choses en tête, les arguments. » Et ben il faut que chez toi ou dans ton bureau, ou tu as un tout petit coin où il y ait une ring light avec de quoi poser ton téléphone, avec un fauteuil qui reste là, qui est acheté exprès pour, qui est pas du tout accordé avec ton chez toi, où il y a un vase, une lumière, une petite coin qui est sympa, où je me dis ok, dès que j'ai une idée, j'y vais, je filme, ok. Et c'est pas grave si je monte dans 3 semaines, c'est pas grave si la vidéo elle dort sur mon téléphone, peut-être que quand j'aurai un peu plus de budget, je l'enverrai en montage, mais quand le fer est chaud, il faut le mettre. Donc ça, c'est déjà ce que je fais. D'accord. Maintenant, j'aimerais venir chez toi. Bah, tu l'appelles, est-ce que tu as une dispo? Parce que le lieu est quand même beaucoup plus calme que ma petite plante verte. Bah, réserve ton créneau. Le premier, c'est de se dire ok, mais je vais pas dépenser 75 parce que j'ai rien à dire. Au moment où j'ai... Et le deuxième, c'est de se dire, si vous voulez vraiment faire une première presta, prenez le coaching avec. Ça vous coûte 100 € de plus. Mais par contre, vous aurez quelqu'un en face de vous. Alors, ce sera moi, mais en septembre, on accueille Noah, qui sera notre première salariée à Reims. Ouais. On sera 12-13 dans l'équipe maintenant. Et donc, Noah nous rejoint pour ça. Donc, je vais la former au coaching aussi. Mais c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit refais-la, remets un peu plus d'énergie, non là t'avais le sourire dans la voix, ah dis ça de cette manière-là, ça veut dire quoi le vocabulaire, et de savoir pouvoir échanger, et puis peut-être qu'on aura des idées sur le tas, des questions, des choses comme ça, mais les 100 € de coaching, au bout d'un moment t'en auras plus besoin, et souvent il y en a besoin que d'une fois, la première fois, et puis ensuite c'est beaucoup plus facile, t'es plus comme un lapin devant les phares, t'as déjà vu les lumières, t'as déjà vu le micro, tu connais le lieu, t'as choisi ta salle préférée, et puis c'est plus facile. Là. Après, juste si moi je peux me permettre, parce que du coup je suis que dans le flow, tout le temps, et nous on vient enregistrer ici, tous les épisodes sont préparés dans le flow. C'est-à-dire que moi je prépare une première fois les épisodes dans le flow, avec le titre que j'ai envie de balancer, l'énergie que j'ai envie, etc. Soit je m'enregistre en dictaphone et je l'envoie à Alice, soit je m'enregistre avec ChatGPT et du coup comme ça, après il me ressort la trame, l'essence, etc. Mais du coup moi tout est préparé dans le flow, et après on fait le tri avec Alice de ce qu'on va tourner ou pas. Et une fois qu'on est ici, vous l'avez vu, on a une trame qui est très légère, on n'a pas du tout de prompt, etc. parce que sinon moi je perds tout mon flow, et j'arrive plus du coup à répondre en fait. Et ça c'est spécifique format long, format court et personnalité cadrée ou très à la one again. Et moi je suis plutôt format court et à la one again, donc il n'y a rien d'écrit, et Lou est plutôt format long et très cadré, donc elle a un prompteur, tout est écrit. Et donc c'est vraiment en fonction de vous, quoi. Après il y a la créativité, enfin le lieu aussi. Hein. Ouais. Quand on arrive ici, je trouve qu'il y a plein de... Ouais, c'est- Raphaël après. Ouais, c'est ça. Alors, on parle de créativité, justement. Moi, je suis à plus que moins 40, moins 50, moins 200. Je ne sais pas par où commencer dans mon activité. Et depuis que je suis là tout à l'heure, en fait, j'ai une idée qui vient. Est-ce qu'il se fait de demander aux gens ce qu'ils attendent de nous ?
Oui, on peut avoir par exemple, alors il faut avoir une petite base de communauté qui n'est pas forcément énorme, hein, ça peut être 50, 100, 200 personnes. Si vous pouvez avoir ne serait-ce que 5-10 réponses en story, alors vous mettez une story en disant je vais lancer mon podcast, voilà mes idées de thématiques, vous pouvez mettre des sondages en story, vous mettez un sondage qui dit ça, et vous voyez les résultats, et puis si ça s'aligne avec vous, vous pouvez proposer d'autres choses, échanger avec les gens, mais prenez-le plutôt comme un avis supplémentaire, plutôt qu'une réelle voie à suivre, parce que, je vais encore citer des gens, mais Ford disait si j'avais écouté les gens, les chevaux iraient plus vite. Et en fait, dans un sens, c'est quand même vrai. Si on les écoute, on n'aurait pas eu de voiture, et en fait, tout le monde voulait une voiture, mais il ne le savait pas encore. Alors, il y a un truc que j'ai pas précisé. Je suis sur je suis l'accompagnement PMA, donc quelque chose qui est un peu plus particulier. Et en fait, j'en discutais lundi, moi, je veux pas faire du pathos, je veux vraiment me retrouver. Et je me dis, de quoi je parle, comment je peux les toucher. Et ma question, c'est, est-ce que je peux leur demander comment je peux les toucher? En fait, tu vois, et derrière, après... Ça va être assez dur parce que c'est sujet à manipulation, parce que c'est très très personnel, et les gens vont dire ah oui, moi j'adore quand on fait ça, alors qu'en fait ils pleurent quand on fait totalement autre chose. Et ça, c'est plutôt à vous d'expérience personnelle. Et une des choses qu'on s'était dit, je crois, au tout début, c'était de prendre une grande feuille blanche et sur vos 100 prochains coachings, de noter les problèmes qui arrivaient. Et il y avait une colonne qui s'appelait, je sais pas, par exemple, chiffre d'affaires, client, confiance en soi, et de dire, tiens, c'est bizarre, mais sur 100 coachings, j'en ai 75 qui me parlent de confiance en soi. Et ben ça, c'est un des sujets qu'il faut absolument mettre. Tiens, j'en ai 3 qui m'ont parlé de chiffre d'affaires. Bon, bah, peut-être pas parler de chiffre d'affaires, ça m'a pas l'air intéressé. Et ça, juste de faire cette auto-analyse-là, ne serait-ce que sur les 10 prochaines interactions que vous avez avec des clients, des prospects, des commentaires sur Instagram, des gens que vous rencontrez en afterwork, et vous parlez de votre activité et vous avez une réaction qui dit moi ça, mon copain il a eu ça, et vous voyez que c'est traumatique. Hop, peut-être que c'est traumatique. Est-ce qu'il faut parler du trauma? Est-ce qu'il faut parler de la famille? C'est à vous de voir. Essayez d'observer, de prendre une grande feuille blanche chez vous pour catégoriser les itérations, le nombre d'itérations des différents sujets que vous avez. Et certains, souvent, vous en avoir 2-3 qui vont remplir 90% de vos chiffres, quoi, qui vont revenir le plus souvent. Ok, merci. Après, si vous avez les vôtres, l'alignement entre ce que les gens, le marché veut, entre guillemets, désolé d'utiliser ça pour votre domaine, mais et ce que vous avez envie de faire, c'est cool. Si vous avez 3 sujets absolument et que vous en avez un que vous voulez absolument parler, il vaut mieux que vous en fassiez 4 avec le vôtre, plutôt que d'enlever celui qui vous fait kiffer pour juste faire ce que eux ils veulent, parce que là vous allez faire 2 épisodes et au bout d'un moment ça va vous saouler. Je veux dire, moi j'aurais déjà enlevé ceux qui voulaient, enfin je regardais le mien. Voilà. Donc c'est l'équilibre pour chacun. Moi, c'était une question qui revenait un petit peu parce que c'était sur la créativité, mais tout, il y a déjà eu une partie de réponse. C'était comment trouver des idées de contenu en fait, et aussi pour pas ressembler à tout le monde parce qu'on est vite noyé dans la masse. Le gros truc là-dessus, c'est que est-ce que vous avez un nom d'entrepreneuse super connue que tout le monde connaît? Parce que Hormozy, ça vous parle peut-être? Chloé Bloom. Chloé Bloom, je sais pas si ça parle à tout le monde, Chloé Bloom. Bref, en tout cas, entrepreneuse A, elle est super connue. Elle a des Kelly Massol, par exemple. Ouais, Kelly Massol, ouais, bien, très bien. Parle peut-être plus. Donc si Kelly Massol, elle est super connue, elle fait des millions de vues, elle est trop cool, j'ai envie d'être comme elle. Je vais essayer de copier Kelly Massol. Je vais aller sur son Instagram, je vais prendre des idées de contenu, je vais l'adapter à ma niche. Et ben en fait, là, c'est là où ça devient risqué. C'est qu'il y aura beaucoup plus de monde qui va essayer de copier Kelly Massol que de gens qui vont être comme vous. Il y a un seul Jean-Baptiste Roger. Par contre, il y a peut-être 20 000 Jean-Baptiste Roger qui essayent de copier Kelly Massol. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sors de mon unicité à moi, de mes expériences, de mes trucs, et que je vais dans le jardin où l'herbe est plus verte en face, et tout le monde se dit mais un tel, elle est super connue, il faut que je fasse comme elle dans ses contenus, et ben en fait vous allez être en compétition avec 10 000 personnes qui ont la même idée que vous. Alors que l'idée la plus simple, c'est de dire regarde, moi il n'y a personne comme moi,
je parlais de mes trucs à moi, et en fait, je serais tout seul. Et là, il y a zéro compète. Là, t'as pas d'interaction, t'es tout seul. Mais du coup, après, il faut trouver quelles sont les choses chez vous, chez toi, spécifiquement, qui résonnent avec des plus grandes poches de personnes. Okay. Et faire des vidéos sujet par sujet. Et ça, forcément, ça aide beaucoup. Alors que si on se dit, Kelly Massol, elle parle d'entrepreneuriat, moi aussi, je vais parler d'entrepreneuriat tellement large, et c'est tellement ressemblant à Kelly Massol parce que vous seriez allé copier là-bas, qu'en fait, une pâle copie de Kelly Massol, il y en a 10 000. Un Jean-Baptiste Roger, il n'y en a qu'un seul. Et ça, forcément, ça aide pas. La deuxième partie, c'était pour trouver des idées. Et donc, pour trouver des idées, pareil, ça peut être à peu près le même sujet que là-dessus. On peut venir chercher tout. Des forums. On peut aller sur Reddit, on peut aller sur Quora, on peut aller sur Ask, on peut aller sur des forums anonymes, on peut aller sur des sections commentaires. Vous allez sur la section commentaires de Kelly Massol et vous allez avoir des dizaines de gens qui se plaignent de X, de bidule, qui débattent en commentaire, qui ont des avis faux, vrais, sur trucs muches de votre sujet, pas votre sujet, sur un tel, sur telle tendance. Et en fait, chaque micro-événement peut vous nourrir pour faire des podcasts longs parce que vous avez trouvé une super idée originale, mais chaque micro-événement en lui-même peut faire objet d'une vidéo. Je réagis à la tendance qui dit que la PMA, on n'a pas le droit de faire X. Parce que j'ai vu dans les commentaires de 3 vidéos que le top commentaire, il disait qu'on n'avait pas le droit de faire X. Ben, moi, j'ai un avis là-dessus, et ben, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu fais ça. Oui, je fais ça. En fait, moi, je suis très réactive. Tu sais, des fois, dans les messages, je vois les commentaires, je fais putain, mais c'est pas possible. Et du coup, je prends le téléphone et ouais, je fais ça. J'ai vu tel commentaire par rapport à ce que moi je dis à mon message et tout, c'est pas possible ou ça résonne comme ça. Et c'est les vidéos qui, en général, ont le plus d'interaction. On réagit à ses commentaires, on réagit à des tendances, on parle de son expérience. Maintenant, je fais même un truc. J'ai fait ça la dernière fois pour voir si ça marchait. Je veux mieux faire des tests maintenant. Du coup, j'ai mis un message à la vidéo en disant moi j'ai réagi à cet commentaire dans ma vidéo. Et du coup, j'ai gagné des abonnés. Ouais, sur une vidéo qui parlait du sujet. Ouais, en fait, c'est une meuf qui fait du dev perso et qui partageait un truc vraiment bien. Et elle s'est pris dans ses commentaires des trucs de rageux. Je me suis dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Et en fait, j'ai réagi. Et dans les commentaires, j'ai dit, bah, moi, j'ai trouvé le message vachement bien. Je comprends pas comment vous réagissez. Et moi, j'ai réagi sur mon compte. Allez voir ce que font les autres, Là, mais sans copier. On peut le faire de cette manière-là, en montrant ça, etc. On peut aussi juste rester chez soi, observer ça d'un œil extérieur, le noter dans sa liste, et quand on tourne, on peut en faire une vidéo. Là, le monde est à vous. Regardez dehors ce qui se passe, ce qui vous fait réagir. Regardez votre historique des likes sur TikTok. Qu'est-ce que vous enregistrez? Qu'est-ce que vous avez partagé? Qu'est-ce que vos amis ont liké avec leur petite bulle? Qu'est-ce qu'ils repartagent en story? Dites je trouve ça nul, je trouve ça top. Ce genre de choses. Les concurrents, beaucoup. Après, on peut aussi... mais après, on peut aussi aller sur le compte de concurrent pour regarder une vidéo et refaire la même vidéo à notre sauce, en volant comme un artiste, comme on dit, en reprenant le ton de un tel, le sujet de un tel, la musique de un tel, et de refaire une vidéo qui ressemble. Pourquoi pas? Mais là, on tombe facilement dans ce truc du je copie un tel, et du coup, je me mets en compétition avec tous ceux qui le copient aussi. Le mieux pour trouver des idées facilement, c'est d'avoir un concept hyper solide et du coup, ça découle tout seul. Et du coup, vous pouvez rejoindre Fluent Success jusqu'au 31 juillet. Non, mais c'est vrai. Et cette question de... je pense que... Et puis, il y a ce que tu partages, c'est top. Et il y a aussi oui, j'ai mon concept, donc en fait, tout va découler naturellement. Et aussi, plus je fais, plus j'ai d'idées, plus je réagis, plus j'ai aussi de l'interaction avec ma communauté. Et en fait, les idées, elles viennent aussi de là. Nous, on nous demande à chaque fois, mais comment vous faites pour avoir autant d'idées? Nous, on serait capable de poster 4 fois par jour sur tous les comptes. Je n'ai pas trop le temps non plus de faire tout ça, mais en fait, on a toujours des idées parce que on va se nourrir de ce qui s'est passé ce soir, on va se nourrir de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et en fait, tout, comme je répète, et tout est contenu en fait. Tout est contenu et tout n'est pas à faire en contenu, mais en tout cas, ton quotidien est contenu et tout ce que tu vis mais vraiment, mais peut tout te est servir. contenu, c'est très important parce que
Quand il faudrait avoir une petite note spéciale sur son téléphone tout en haut, accessible, facile, avec un bouton d'automatisation, peu importe, pour que vous puissiez faire une petite note vocale à vous-même. Ça peut être votre WhatsApp. Vous pouvez vous envoyer des messages à vous-même sur WhatsApp. Donc envoyez-vous ça, vous récupérez la transcription sur Slack, sur Discord, peu importe. Et ensuite on catégorise, ensuite on note, ensuite on dit ça c'est cool, ça c'est top, ça je vais le fusionner, ça je vais la séparer en deux, en fait c'est deux vidéos. Mais d'abord il faut avoir un système de collecte d'idées. Et une fois qu'on a un système de collecte, on se retrouve avec 1900 vidéos prêtes à tourner pour la part de Lou, par exemple, qui depuis 4 ans pourrait poster encore 12-15 ans de vidéos si elle faisait une vidéo par jour. Et ça vient... Ça c'est un peu comme nous. Dès qu'il y a un peu de réaction, un nombre de likes, un nombre de commentaires, quelqu'un qui fait un DM, ben ça c'est un signe sur lequel on peut rebondir. Et sous-entendu qu'il vous faut les 50 premières idées, et puis ensuite ça vous déclenchera toutes les autres qui viendront après. Donc il n'y a pas besoin de se dire en fait il me faut 1000 idées de contenu et tout. Faites-en 20, vous les postez 20 vidéos sur les 40 prochains jours, une fois tous les 2 jours. Je vous assure qu'au bout des 40 jours, vous aurez et des commentaires et des avis vous-même sur vos propres vidéos, des avis extérieurs, et des nouvelles idées sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce qui n'a pas été dit, ce qui est le contexte qui a été trop pris pour acquis, le vocabulaire que j'ai pas expliqué, mon expérience perso qui fait que j'ai tel avis, le pourquoi du comment. En fait, tout est intéressant, mais tout nécessite plusieurs vidéos. Comme il a dit au début, il fallait répéter. Avec tes 20 idées, pouf, t'en refais. Alors, merci, parce que moi j'ai l'impression d'avoir assisté à une masterclass, donc c'est cool. Alors, moi j'ai une question plus pour revenir à ton côté entrepreneur. Quelle est ton ambition pour Horner Studio ? Est-ce que tu voudrais rester à taille humaine ou est-ce que tu vois des studios de ouf ? C'est un grand sujet. Actuellement, du coup, on a trois activités. Le montage vidéo qui est le socle, ma société de base qu'on avait créée il y a 3 ans, que j'avais créée il y a 3 ans. Je dis on parce qu'aujourd'hui on est une douzaine de personnes sur cette activité-là spécifiquement. Horner Studio, je prends Noah qui arrive en septembre, qui va pouvoir gérer le studio. Et justement, ça va être mon premier pierre à l'édifice de mes réponses pour savoir si un studio pourrait tourner avec un salarié de confiance, une salariée de confiance qui pourrait gérer un studio tout seul. D'avoir une clientèle, de pouvoir accueillir les gens à la porte, de tourner les caméras et d'amener tous ces montages-là qui vont être tournés dans les studios à la société socle de montage vidéo en dessous. Et la dernière étape, c'est que nos grands clients entreprises, on a Meilleur Taux par exemple, un groupe de plus de 3000 salariés qui fait des prêts immobiliers et qui trouve les meilleurs taux. Ils ont leur siège à Paris dans le 8e et ils ont vu nos studios, ils ont fait oh trop cool, mais bon nous on est Meilleur Taux, on veut le nôtre. Et du coup, on est allé leur installer un studio chez eux. Donc, on installe des studios chez les grands groupes. Et donc, on lance une 3e activité pour ça. Donc, est-ce qu'on développe l'installation de studios en propre ? Et dans ce cas-là, il faut que j'aille voir les banques une fois tous les 3 ans pour acheter un local avec une SCI ou trouver des franchisés, développer en externe ou en interne, à voir ce qui me finance. Ou est-ce qu'on installe des studios chez nos grands groupes clients ? Est-ce qu'on fait les deux ? C'est ma grande question. Mon objectif en tête, c'est 5 millions de chiffre d'affaires, 80% de marge. Et que tous mes 20 salariés, si on peut faire 5 millions de chiffre d'affaires avec 20 salariés, 80% de marge, et que mes salariés touchent entre 100 et 120 000 euros par an, c'est le top. Et après, ça ose encore dire petit chameleon. Voyez grand. Non, mais c'est génial. Du coup, je clôture mon bilan avec un x2 de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Bravo. Et c'est plutôt dans cette direction-là. C'est cool. Bah, c'est hyper inspirant et puis ouais, ça, il y a de l'ambition pour Horner, pour toi, pour ton business. J'ai toujours eu beaucoup de chance moi, dans la vie, que ce soit mes parents, le cadre, etc. C'est pas de la chance. Hein. Non, si, je démarre très privilégié avec beaucoup de chance et donc je prends les risques que d'autres pourraient pas prendre. J'ai aucune responsabilité, j'ai pas de gosse, j'ai pas de dépenses. Avec Lou, on vit en dessous de nos moyens largement. Je dépense moins de 1000 euros par mois parce qu'on n'a pas besoin. Je dépense tout en paddle et en raquette. Mais en fait, c'est toutes ces choses-là qui fait que c'est plus facile aussi d'être ambitieux.
parce que y a moins de risques à perdre. Et si je le fais pas maintenant, au pire, on fera que 1 million de chiffre d'affaires par an et puis c'est tout. C'est bon, j'ai trouvé le titre. Ce mec fait 5 millions de chiffre d'affaires. Non. Non, il a dit il faut que ça soit dans l'épisode, c'est à la fin, ça va pas. Mais voilà. C'est mon objectif, c'est plutôt ça, pour répondre à ta question. C'est d'avoir une équipe sans aucun layer de management, avec du coup un nombre limité forcément, parce qu'on ne peut pas gérer plus d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes en fonction de leur autonomie. Mais là, vu qu'on est en full distanciel, que tout le monde est autogéré, adulte, grand garçon, je pense qu'on pourrait être aux alentours de 25 personnes et d'essayer de les chiffrer à peu près 5 millions de chiffre d'affaires dans 10 ans. Eh ben bravo. Bah, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as partagé, ton histoire, tes tips, tes conseils. Je pense que même nous, on repart encore avec, avec plein de concrets. Les filles aussi, ça s'agite dans les cœurs les pouces. Donc je pense que, et puis comme a dit Audrey, c'est une véritable masterclass. Donc merci d'avoir été place à l'apéro. Et puis voilà, tu veux terminer par quoi? J'ai juste envie de terminer par oser en fait. Arrêtez de vous poser des questions et osez en fait. Allez-y en fait. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est un peu égocentré parce que tout le monde est là. Oh, si je poste et tout, mais en fait, Alice, elle le dit tout le temps. Il y a personne qui nous attend. Donc, il n'y a pas de risque en fait à poster. Au pire, vous l'enlevez. Il n'y a aucun risque en fait. Vous bloquez votre famille, vous bloquez vos potes. Ouais. Sincèrement, il y en a qui font ça. Oui. Vous créez un compte TikTok, vous bloquez 25 comptes dès le début et vous dites je fais 100 vidéos et je me chauffe. Et en fait, vous aurez 10 000 abonnés sur TikTok avant de vous en être rendu compte. Et ça, personne ne pourra vous les reprendre, quoi. C'est ça. Et que vous fassiez de la vente de bougies ou de la vente de vidéos, en fait, il y aura 10 000 personnes qui vous aiment pour vous et vous pourrez le retranscrire dans n'importe quel type d'activité, quoi. Carrément. Et puis je trouve ça dommage aussi pour beaucoup d'entre vous, pour connaître l'histoire de beaucoup de membres du Bizel, vos parcours, ce que vous portez. Je trouve ça dommage de ne pas porter la voix et de ne pas passer le message parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre vos messages en fait. Et du coup, quelque part, je trouve ça un peu même égoïste, tu vois, de garder pour nous quelque chose qui peut aider d'autres personnes en fait. Et moi, je trouve qu'on a tout gagné le jour où... En fait, moi j'ai fait des vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues, j'en ai qui ont 100 vues, mais en fait, moi ce qui me nourrit le plus, c'est quand je reçois des MP de personnes qui me disent « Putain, ta vidéo ou ton mot là, ça m'a aidé, ça m'a permis de... » Et en fait, moi je sais que pour poster, je pense toujours à une personne et je me dis si ça peut aider une personne d'entendre ça, mon job il est fait en fait. Et vous savez jamais qui regarde, parce que dans les vues, par exemple, je prends l'exemple de Lou, elle s'est retrouvée chez un grand groupe national français qui va finir dans le CAC 40, concurrent une des plus grosses boîtes d'énergie. Et quand elle est arrivée, qu'elle a passé la porte, le CEO qui a 6000 salariés, qui est monté à 6000 salariés en moins de 5 ans, une boîte valorisée des milliards en France, qui a des magnifiques bureaux à Boulogne, est arrivé pour l'attendre en bas dans le hall, pour marcher avec elle jusqu'à l'ascenseur, parce qu'il regardait toutes ses vidéos YouTube. Et en fait, ça, Lou, elle peut pas le savoir, c'est une vue. Quand il y a marqué 38, en fait, c'est 137 plus le mec qui perd le plus. Ouais, j'avoue. J'ai ton prochain titre. Le mec qui fait 5 milliards. Regarde plus. Et ça, la valeur des vues, il faut aussi le garder en tête parce que quand on va chercher par exemple de la PMA ou des vues de fromage fondu et de chef qui rigole, forcément la valeur des vues elle n'est pas la même. Chaque vue est une personne qui a regardé votre vidéo et qui peut forcément être client, partenaire, aidant, fan, un commentaire. En tout cas, tout est utile. Il ne faut pas voir ça juste comme une stat, il faut juste voir ça. Imaginez-vous faire une vidéo de 1 minute 30 devant 138 personnes. C'est déjà, ouais, c'est énorme. C'est déjà astronomique. 2 podcasts sur 10 personnes. Eh ouais. Et ben vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. On espère que ce Bizel Talk Show 2 vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et on a hâte de faire plein d'autres épisodes comme ça. Merci. Grave. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer.
Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go! Les femmes peuvent absolument tout.